Voilà, donc on est l'équipe des Belges. On a été invité par Magali et on va faire le dernier bloc. Donc, on devait être quatre en présentiel. Malheureusement, il y a notre collègue Mariam Abba qui est en ligne. Euh, voilà, Mariam Abba, elle a le statut de réfugiée. Elle est venue en Belgique pour protéger ses filles de l'excision. Elle a eu un problème de visa à l'aéroport. Donc, ça montre, voilà, hein, si on fait une aparté, que les droits des personnes réfugiées, c'est pas encore ça pour voyager, mais elle va être avec nous et elle pourra intervenir en ligne. Donc, on est trois du GAMS, moi-même, donc Fabienne, je suis avec ma collègue Fausse, qui est animatrice communautaire, et Sandrine, une collègue de C'est ma vie, le centre médical aux victimes de l'excision. Donc, on va d'abord commencer par la présentation d'abord du GAMS et ensuite il y aura Sandrine. Donc, on est dans la partie se construire ou se reconstruire en parlant de l'accompagnement des femmes qui ont subi une excision ou une infibulation. Donc, d'abord, un peu de contexte par rapport à la thématique de cet après-midi, donc on n'a pas trop encore parlé. Je ne sais pas si dans la salle, vous avez déjà eu dans vos cours ou suivi des formations continues sur les mutilations génitales féminines, mais il existe une définition de l'Organisation mondiale de la santé depuis 1997 où on définit les mutilations génitales féminines comme le fait de couper une partie ou la totalité des organes génitaux externes de la fille ou de la femme à des fins non thérapeutiques. Donc, c'est vraiment important de dire qu'il n'y a aucune raison médicale pour couper dans ces organes. Souvent, c'est des petites filles en bonne santé. On leur a rien demandé, il n'y a pas de consentement et voilà. Euh, Bien évidemment, ces pratiques existent avant 97. Euh, mais ça a été reconnu comme une mutilation parce qu'on coupe un organe sain, on coupe le clitoris par l'OMS. Avant, on était un peu dans, on peut dire, dans le relativisme culturel, où on disait, voilà, c'est une coutume, une culture pratiquée dans certains pays, alors qu'on est clairement dans une violence faite aux filles et aux femmes. Alors, si on regarde les pays concernés, vous voyez que cette carte, on en a quelques-uns à notre stand, est une carte du monde qui montre les pays concernés par l'excision ou l'infibulation. Souvent, il y a des stéréotypes qui disent que ça concerne que l'Afrique et que l'Afrique noire. Et plein de gens ne savent pas que l'Égypte, par exemple, est concernée. Plein de gens ne savent pas que dans la péninsule arabique, on a aussi des pratiques d'excision, ou même dans des communautés kurdes au nord de l'Irak. On a des communautés d'Aoi, Bora en Inde et au Pakistan. Depuis quelques années, on sait qu'il y a beaucoup d'excisions aussi de manière médicalisée en Indonésie, en Malaisie, et puis en Amérique latine aussi, avec le groupe des Indiens, des Embera en Colombie. Donc, les pays en vert, ce sont les pays d'accueil des personnes migrantes. Enfin, donc, avec les mouvements de population, on peut dire que tout le monde est concerné, le monde entier, mais il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, on avait aussi des pratiques d'excision en Angleterre, en Europe, où, soi-disant, on traitait les femmes voilà, hein, qui souffraient d'hystérie, de nymphomanie, en les excisant, et ça s'est arrêté en milieu du XXe siècle. Donc, en fait, c'était une pratique assez récente. Alors, la situation en Belgique, pour vous donner une idée des chiffres et des communautés avec qui on travaille, on fait des études de prévalence tous les 4 ans. La dernière étude donne les chiffres au 31 décembre 2020 et on a plus de 23 000 filles et femmes déjà excisées ou infibulées qui vivent en Belgique et 12 000 petites filles à risque d'excision. En particulier, la période des vacances est une période plus à risque et on vient de terminer une grande campagne de sensibilisation avant les vacances. Donc, 12 000 petites filles à risque si aucun travail de prévention n'est fait. L'intérêt d'avoir ce type de carte par province, ça permet aussi de voir où il y a peut-être plus besoin de formation de professionnels ou de travail de sensibilisation. Et le GAMS, par exemple, a des antennes dans les provinces les plus concernées, comme Liège, Anvers ou la région de Bruxelles-Capitale.
Comme on fait ce genre d'études tous les 3-4 ans, ça permet aussi d'avoir des tendances, des trends. On voit que c'est en constante augmentation. Donc, beaucoup de gens se disent mais mon Dieu, il y a autant d'excisions en Belgique sur le sol belge, qu'est-ce que vous faites? Mais en fait, la plupart des excisions des 23 000 femmes excisées l'ont été dans leur pays de naissance et ont ensuite migré en Belgique. Donc, c'est plutôt un signe qu'on n'a pas fermé nos frontières. Donc, je dirais que c'est plutôt un bon signe que si le chiffre diminuait, ça voudrait dire qu'on est en train d'expulser en fait les gens. Donc, ça veut dire qu'on continue. La Belgique a été une terre d'accueil, même si on sait que l'accueil parfois voilà, des demandeuses d'asile n'est pas toujours adéquat et qu'il y a des listes d'attente et des manques de logement très, très longs. La plupart des 12 000 petites filles à risque sont des petites filles de la deuxième génération, donc qui sont nées en Belgique et qui sont à risque d'excision si les parents considèrent voilà, qu'il faut toujours le pratiquer et retournent en vacances en juillet et août dans leur pays. Alors, on a une loi spécifique. Tous les pays n'ont pas une loi, mais en Belgique, on a une loi spécifique, l'article 409 du Code pénal, qui sert à protéger les enfants. Donc, c'est vrai que nous, on le voit plus comme l'aspect protectionnel que comme l'aspect on va vous punir, vous mettre en prison. Jusque-là, il n'y a eu aucune condamnation en Belgique, contrairement à la France, au niveau pénal. Mais par contre, au niveau protectionnel, cette loi a vraiment permis de protéger des enfants. C'est-à-dire que quand on a vu qu'il y avait un risque très élevé d'excision lors d'un voyage, ben, on ne sépare pas l'enfant de sa famille, mais il y a une interdiction de sortie du territoire. On explique aux parents qu'on n'est pas rassuré, que c'est mieux que l'enfant ne parte pas cet été-là. On a une compétence extraterritoriale, ça veut dire que même si c'est fait à l'étranger, du fait que les parents résident en Belgique, on peut être poursuivi. Et c'est assez récent, depuis 2019, je ne sais pas quelle est la situation au Canada, mais depuis 2019, toutes les violences sexuelles, inceste, mutilations génitales féminines qui sont faites chez les enfants, il y a plus de prescription. Donc avant, il y avait une prescription de 15 ans après les 18 ans de la jeune, mais maintenant, il n'y a plus de prescription. Donc n'importe qui pourrait théoriquement porter plainte, mais on sait que pour question de loyauté, ça ne s'est jamais produit en Belgique qu'une jeune porte plainte contre ses parents. Alors, quel est un peu le paysage au niveau de la Belgique en termes d'organismes qui accompagnent des femmes qui ont été excisées, infibulées? En fait, le GAMS, donc c'est une ASBL, donc une association sans but lucratif. Et le GAMS, ça veut dire Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. Donc, ceux qui connaissent la France, il y a aussi un GAMS en France, mais qui est un peu plus vieux, qui est né dans les années 80. Donc, le GAMS Belgique s'est inspiré de ce qui s'était passé en France. Et il a été créé en 96. Donc, vous voyez, ça fait un petit bout de temps maintenant, plus de 26 ans, par Kadidiatou Diallo, qui est une grande dame sénégalaise qui elle-même a vécu tout dans sa chair, je dirais, dans son corps. C'est-à-dire qu'elle a été excisée à 7 ans. Elle a été mariée de force à 12 ans. Elle a eu son premier enfant à 14 ans. Et donc, elle a subi tout le continuum des violences de genre. Et elle a eu envie, une fois arrivée en Belgique, elle a appris à lire et à écrire. Elle a vu ses droits qui ont été bafoués depuis sa naissance en tant que fille. Elle a eu envie de se battre et elle a créé l'association. Donc, au départ, l'association était purement bénévole, purement un mouvement voilà, citoyen d'hommes et de femmes, européens, africains. Maintenant, on est 27 salariés, donc ça veut dire qu'on a vraiment voilà, grandi. On travaille au niveau national et international et européen. Et nous aussi, on porte cette question au niveau politique. Donc, on voyait qu'il n'y avait pas de service spécialisé pour les femmes ayant subi une excision, infibulation. Elles ne savaient pas où aller. Il y a des médecins en 96, quand les premières dames réfugiées somaliennes ont fui la guerre en Somalie et sont arrivées en Belgique. Il y a des médecins, en examinant des femmes, qui croyaient que c'était quelque chose de congénital, que l'enfant était né avec une malformation congénitale. Et ils appelaient les collègues en disant « Viens voir, il y a quelque chose de très spécial ». Ils prenaient des photos et pour les femmes, c'était horrible, quoi. Elles se sentaient des bêtes de foire que tout le monde… Voilà. Et donc, ça a mis du temps, mais à force de plaidoyer politique, 2 services hospitaliers accrédités par la Sécurité sociale, depuis le 1er avril 2014, sont fonctionnels. Donc, c'est le CHU Saint-Pierre ou moi-même
et Sandrine vous en parlera plus en détail, travaille. Donc, C'est ma vie, hein, c'est un acronyme, Centre médical d'aide aux victimes de l'excision, et l'UZ de Gand, qui est un hôpital aussi universitaire en Flandre. Bien évidemment, le GAMS et l'hôpital Saint-Pierre et Gand, nous ne sommes pas les seules unités où on peut accueillir des femmes excisées ou infibulées. On a aussi des centres de planning familiaux, des maisons médicales, des services de promotion à la santé qui sont à la base plus généralistes, mais comme ils ont été formés par le GAMS, ils ont commencé aussi à accueillir des femmes concernées. Et alors, pour faciliter le travail des femmes de savoir où aller, on a, avec l'aide d'un projet européen, créé cette base de données qui s'appelle Access. Je sais qu'au Canada, on est en train, voilà, qu'il y a un mouvement qui est aussi qui essaye de reprendre cette méthodologie, de faire ce mapping pour faciliter l'accès aux services des femmes. Donc, le but, c'est un système de filtre. Vous choisissez le pays. Là, c'était dans le cadre d'un projet européen. Donc, vous voyez les drapeaux espagnols et UK, mais voilà, le drapeau belge. On peut choisir le type de violence, qu'il n'y a pas que l'excision. Vous voyez, il y a mariage forcé, violence sexuelle, violence faite aux enfants, les questions de discrimination liées aussi à son orientation sexuelle. Et puis, on ne voit pas tout à l'écran, mais vous pouvez choisir, est-ce que vous voulez un conseil juridique, un suivi social, un service médical? Est-ce qu'on travaille avec des interprètes? Parce qu'il y a des psychologues qui ne veulent pas travailler avec des interprètes. Enfin voilà, il y a différents filtres et ça vous conduit au bon endroit. En plus de ce mapping, on a aussi créé des vidéos pour que les femmes prennent conscience que ce qu'elles vivent, c'est une violence et que ce n'est pas la normalité. Les petites vidéos sur le site, elles sont en 12 langues et on va vous présenter maintenant une vidéo qui repart des émotions de la femme, hein. Personne n'a envie de regarder une vidéo qui va vous sensibiliser sur l'excision, mais par contre, les émotions. Est-ce qu'on ressent du stress pour sa petite fille parce qu'on a peur qu'elle soit excisée? Est-ce qu'on sent du dégoût parce qu'on a subi une violence sexuelle? Est-ce qu'on a de la peur parce qu'on a peur que son mari rentre dans le cadre des violences conjugales? Donc, on a la porte d'entrée des vidéos, c'est ce qu'on peut ressentir dans son corps. Voilà, donc on va laisser la petite vidéo. J'attends une fille, je suis heureuse, mais mon cœur est triste. Et si elle devait vivre ce que moi j'ai vécu? Ma fille a 7 ans, l'âge de mon excision. J'ai peur, je revois ce que j'ai vécu. Je ne veux pas qu'elle ressente cette douleur. Comment la protéger? J'ai entendu parler du mariage arrangé d'une fille de notre communauté. Cela m'a fait paniquer. Je l'ai vécu. Et bientôt ma fille sera en âge. On veut le meilleur pour nos enfants. On veut qu'ils aient une bonne vie, qu'ils puissent s'épanouir. J'appartiens à une communauté, c'est bien. Nous sommes solidaires, soudés, on s'entraide. Ma communauté est au centre de ma vie. Je ne peux pas l'éviter. Elle me dit ce que je dois faire. Je n'ai pas le choix. On décide pour moi, pour ma fille. Mais à l'intérieur, j'ai mal. En Europe, l'excision et le mariage forcé sont interdits. Pour protéger ta fille, la loi est de ton côté. Tu es dans cette situation? Tu cherches une porte de sortie? Tu as le pouvoir de donner un meilleur avenir à ta fille. Les associations spécialisées vont soutenir ton combat pour ton bien-être et celui de ta fille, en toute discrétion. Plus d'infos sur www.oui-access.eu. J'attends une fille, je suis... Je repartage moi-même. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Oui, le partage, ouais, super. Et donc, ce qui est intéressant à dire, c'est que les voix que vous entendez, ce sont des relais communautaires. Donc, ce sont des bénévoles au GAMS, elle va en parler, notre collègue Mariama, mais c'est aussi très participatif, c'est-à-dire quand on crée des outils, on le fait avec les gens concernés, on le fait avec nos bénévoles, et comme ça, on est sûr qu'elles-mêmes,
elles vont le partager parce que c'est des outils qui ont été faits avec elles, pour elles. On dit souvent, hein, si tu fais quelque chose pour moi sans moi, tu le fais contre moi. Et donc, tout le texte, les images ont toujours été validées par les personnes concernées. Donc, ça, c'est un peu la marque de fabrique, je veux dire, du GAMS, de faire toujours les choses avec les gens. Voilà, donc ici, vous voyez notre belle Kadia, qui est la fondatrice du GAMS en 96. Après 26 ans de présidence, elle vient passer la main à une jeune activiste guinéenne, Madame Diariousso, mais voilà, elle a tenu le GAMS, donc chapeau pour elle, pendant 26 ans. Alors, que fait le GAMS? On vient de… Ah tiens, c'est bizarre, il y a des petits trucs blancs, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Surprise, qu'est-ce qui se cache derrière le petit carré? On a 6 axes stratégiques. Donc, on a l'axe 1 qui est caché, qui est la prévention, l'axe 2, protection, l'axe 3, accompagnement. Donc, en fait, on a 3 grands axes de première ligne où on est en contact direct avec les personnes concernées. Ensuite, on fait de la deuxième ligne avec du plaidoyer et la formation. Et l'autre petit axe qui est caché, c'est le côté international, mais on va passer un à un. Et alors là, je vais passer la main à notre collègue Maria Maba, qui est la responsable des Community Voices, des relais communautaires. Donc, Mariama, je vais couper mon micro et tu vas prendre la main. Elle est en ligne, hein. Merci Fabienne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Maria Maba, la responsable des Community Voices. J'ai une formation, j'ai un master générique en administration des affaires, mais bon, la vie a fait que je me suis orientée dans le secteur socio-professionnel et j'ai fait une formation en animation de projets socioculturels et une formation d'agent agent de développement et de médiation interculturelle. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'axe 1, moi, c'est l'axe 1 dont je fais partie. C'est un axe où on informe et on sensibilise beaucoup. Et ici, vous avez par exemple un exemple de sensibilisation qui a été fait dans un centre d'accueil pour demandeurs et demandeuses d'asile où les jeunes, après avoir été informés, sensibilisés sur les mutilations génitales féminines, ont fait cette belle affiche pour dire à leur façon que l'excision concerne et les filles et les garçons, mais aussi que c'est une violence qu'eux, ils ne veulent pas s'associer à ça. Donc, c'est leur façon de dire non aux mutilations génitales féminines. Et aussi, nous faisons des sensibilisations dans les classes d'alphabétisation parce que voilà, des femmes qui arrivent et qui ne parlent pas le français ni le néerlandais vont apprendre à lire et à écrire et en même temps, on va essayer de les sensibiliser, de leur faire savoir leurs droits, mais aussi de les aider à s'émanciper. Ici, on a 2 exemples ici d'outils que nous utilisons. C'est à gauche, nous avons des photolangages. On a ici, par exemple, une femme qui est en train d'être oppressée par un homme, hein, donc vraiment montrer le poids patriarcal. Nous avons notre photolangage où on a une femme qui tient une lame ou un couteau pour montrer l'excision. Et puis, le troisième photolangage, c'est par rapport au poids sociétal que nous avons dans les communautés. Et comme on l'a vu avec les vieux, des fois, on ne peut pas décider de nous-mêmes, mais c'est la société qui décide pour nous. Et puis, nous avons aussi ici un livre que nous utilisons aussi beaucoup dans les sensibilisations. C'est un livre qui a été écrit par notre fondatrice Khadijatou Diallo en 3 tomes, Mon destin est entre les mains de mon père. Donc, c'est un livre qui parle de l'enfance, de l'adolescence et de la vie de femme. D'une fille qui est née et qui a grandi dans une communauté, dans une société communautaire où la place de la communauté est très importante. Et nous faisons aussi des sensibilisations au niveau des jeunes où ils vont venir faire des ateliers. Et dans ces ateliers, en fonction de leur vécu, on va créer des théâtres-actions. Et nous avons eu 3 grandes pièces de théâtre qui ont été jouées par les jeunes. La première, c'est La Chose,
parce que voilà, on ne dit jamais excision parce que c'est un mot tabou, c'est une pratique tabou, mais pour l'exprimer, ils vont dire la chose. Donc, c'est comment expliquer aux gens l'excision et ses conséquences. Et c'était une très belle pièce qui a fait d'écho à Bruxelles. Nous avons également une autre pièce sur les mariages forcés. Là, c'est le destin d'Aïcha, où aussi on va parler de cet impact sociétal où la fille a du mal à pouvoir prendre ses propres décisions, où on va essayer de la forcer à pouvoir se marier. Et pourtant, elle a envie de vivre sa jeunesse, de vivre son adolescence, mais c'est compliqué. Et puis, il y a une troisième pièce aussi qui a marqué les esprits, c'est Les Dévergondés. Ben, c'est une pièce qui montre un peu ce poids sociétal où, par exemple, on te dit une fille ne peut pas s'asseoir, ouvrir les jambes, il faut toujours avoir les jambes bien soudées, et aussi que la fille ne peut pas, par exemple, vivre sa sexualité, donc étant jeune, donc il faut rester vierge jusqu'au mariage. Et ça, c'est des exemples que je donne par rapport aux... Donc, c'est vraiment les injonctions... Bon, on va y arriver. Les injonctions de la société, de la société des communautés l'impact vraiment de cette société-là vis-à-vis de la vie de femme. Quand on est femme, comment on est perçu, comment on est éduqué. On est toujours éduqué différemment des jeunes garçons où ils ont beaucoup plus de liberté, de possibilités que les jeunes filles. Et ici, vraiment, c'est le focus du GAMS parce que sans les relais communautaires, le GAMS aurait difficilement existé parce que, comme Fabienne l'a dit, nous sommes une association communautaire, donc nous travaillons avec et pour les communautés. Les relais communautaires ou les community voices, ce sont des hommes et des femmes qui sont déjà sensibilisés et qui savent combien de fois c'est important, nous, en tant que membres des communautés concernées, nous devons nous impliquer davantage pour aller plus loin encore dans la sensibilisation et l'éradication des mutilations génitales et des mariages forcés. Donc, ce que fait le GAMS avec les relais, on va les former et pour les aider à déconstruire les idées reçues, pour mieux connaître la problématique et avoir des outils de sensibilisation. Et ce qu'ils vont faire donc sur le terrain, c'est qu'ils vont accompagner des femmes et des hommes qui arrivent et qui ne connaissent pas vraiment bien la Belgique, qui ne connaissent pas le système. Donc, ils peuvent les aider à se déplacer dans la ville, à savoir comment prendre un bus, comment prendre le métro, parce que dans les sociétés dont on vient, on ne connaît pas ce genre de transport. Mais mieux encore, des fois, ce sont des personnes de confiance, voilà, qui connaissent ce que ces femmes et ces hommes vivent parce que ils viennent de leur communauté, ils connaissent les poids de la communauté et les pratiques qui sont faites. Donc, ils sont là aussi pour faire de la médiation interculturelle. Donc, au-delà de faire une traduction, ils vont aller contextualiser, ils vont aller aider à la compréhension de la communication entre les professionnels et les personnes bénéficiaires. Et en plus de ça, ils vont faire des sensibilisations en des focus group ou en individuel. Donc, ils peuvent tous les jours essayer de sensibiliser autour d'eux, mais aussi faire des focus group pour échanger, discuter et échanger afin de conjuguer le même verbe pour aller encore plus loin dans la sensibilisation. Par exemple, cette année, en 2022, on a eu 3 beaux projets qui ont été proposés par les relais qui ont été formés. Donc, c'est un groupe de parole où on va faire d'abord un groupe de parole avec les femmes concernées, les hommes concernés d'un côté, et à un moment donné, d'essayer de mettre un cadre sécurisant pour mettre les femmes et les hommes dans la même salle pour pouvoir discuter, parce que voilà, on parle de sexualité, c'est quelque chose qui est d'abord au sein de ces communautés, mais c'est de rassurer, de mettre les outils qu'il faut afin qu'on puisse travailler ensemble, parce que l'excision, c'est aussi une affaire d'hommes. Et donc, voilà. Et puis, nous avons aussi un autre projet qui va être autour de la radio, où on va essayer d'informer, de sensibiliser au maximum les communautés concernées, mais aussi de l'opinion publique. Et puis, on a un autre projet aussi que nous allons soutenir aussi, c'est des relais qui vont aller dans les centres
d'accueil de demandeurs d'asile pour essayer aussi d'informer, de sensibiliser auprès de ces centres-là, des communautés concernées. Voilà. Merci, Mariama. Donc, tu restes avec nous hein, pour la séance des questions après. Donc là, Oui. on a eu tout l'axe 1, prévention. L'axe 2, protection, c'est quand vraiment on a une petite fille à risque d'excision. Et là, on l'a dit, la période avant les vacances est cruciale. Donc, on travaille, on a 3 juristes maintenant au GAMS qui gèrent ces situations à risque, qui peuvent être en lien avec les professionnels. Donc, ici, vous avez notre collègue Kéla. On a créé ces petits passeports aussi qui rappellent la loi, qui peuvent être donnés, qui sont disponibles dans différentes langues. Ici, c'est en afar. On l'a en somalien, en swahili, en malinké, en soussou, enfin, on l'a en plein de langues. Et on peut le donner aux gens qui partent en vacances et ils peuvent ainsi montrer ce petit livret en arrivant dans leur famille. On a créé aussi un outil, on en a quelques-uns disponibles sur notre table si ça vous intéresse, qui s'appelle le détectomètre, qui permet de manière objective de détecter le risque, soit d'être excisé ou alors une suspicion d'excision. Hein. Je crois que récemment, il y a eu pas mal d'échos dans la presse d'une petite fille qui aurait été excisée. Et Zénab me disait à la pause que, voilà, après examen, finalement, c'était une fausse piste. Mais ça veut dire que c'est important de savoir quoi faire. Le but, c'est pas d'appeler la police à chaque fois qu'on a un doute, c'est pas ça. Hein, c'est plutôt de voir voilà, que l'examen, justement, soit fait par une personne formée avant d'alerter tout le monde, parce qu'il peut avoir des conséquences, en fait, plus graves parfois de tout l'emballement médiatique de la police que pour l'enfant, il faut penser si l'enfant doit être examiné 4 ou 5 fois, ça peut être très traumatisant pour l'enfant. Donc, nous, ce qu'on veille, c'est d'aller directement dans un service spécialisé pour éviter des examens répétitifs de l'enfant. Alors, je vais laisser la place maintenant à ma collègue Fausse pour la partie 3, accompagnement. On va tourner un petit peu l'ordinateur et je vais couper mon micro. Tu allumes le tien. Est-ce que tout le monde m'entend? Voilà, Ouais. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Mohamed Nourfos. Donc, je suis originaire de la Somalie et je travaille au GAMS en tant qu'animatrice communautaire et aussi interprète en langue somalie pour que le message arrive directement entre les personnes concernées de l'excision plus les professionnels. Donc ici, on a un rapport annuel qu'on a eu. Tu sais me faire descendre ça? Ouais. Annuel qu'on avait eu de cette année, je pense, oui. Et donc, la plupart des femmes, voilà, des femmes guinéennes qui sont plus concernées ici en Belgique et une partie aussi Somalie, parce que c'est des personnes qui sont mixtes, qui soient demandeurs d'asile, qui soient statut réfugiés, réfugiés, aussi hors procédure. Donc, toutes ces femmes-là viennent chez nous aussi pour faire le suivi social et des ateliers communautaires. Pour continuer. On a quand même eu de nouveaux suivis de 580 personnes qui ont fait le suivi social. Alors, ici, c'est la première accueil. Donc, on accueille la personne, n'importe quel son statut. Le plus important, c'est les personnes qui sont concernées par l'excision et le mariage forcé. On fait la première accueil. Donc, on accueille la personne qu'elle parle français ou qu'elle parle sa langue maternelle. Donc, il y a quand même on est de la communauté. Donc, on est plusieurs personnes qui parlent de la même langue. Et donc, on accueille des fois avec sa propre langue maternelle, où elle s'exprime vraiment tout ce qu'elle a besoin. Et là, on est là vraiment à l'écoute. Au départ, on est là pour l'écouter. Qu'est-ce qu'on pourrait l'aider? Comment on pourrait faire le suivi social et plus tard. Oui. Voilà, donc ici, voilà, c'est comme le suivi social. Les bénéficiaires ou les femmes concernées par l'excision reviennent chez nous aussi pour pouvoir faire aussi certains suivis sociaux, comme chercher de logement, une fois qu'elles ont eu les papiers ou les statuts réfugiés, et comment faire orienter, guider pour faire leur regroupement familial parce qu'elles ont quand même laissé des enfants, la famille au pays, pour pouvoir vraiment aider à les suivre. C'est qu'on fait aussi, il y a des personnes qui sont transmigrants
qui ne veulent pas rester en Europe, qui partent à Londres, deux pays. Et là, on va dans les parcs de Maximia qui est à Bruxelles pour aussi sensibiliser et parler par rapport à l'excision parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas rester. Au moins, on donne les infos pour pouvoir aussi continuer ailleurs. Alors ici, on a aussi la consultation en psychologie, voilà, ou qu'ils soient adultes, adolescents et enfants, parce que les femmes, quand elles arrivent en Belgique comme demandeurs d'asile, parce qu'au départ, on vient comme demandeurs d'asile, elles ont une grande valise qui sont vraiment très lourdes. Et avec nos collègues psy, essayent de quand même soulager petit à petit. C'est très difficile au départ de consulter ou parler avec quelqu'un qui ne connaît pas de ses problèmes et ses ressentis. Qui en Afrique, la plupart en Afrique, il n'y a pas de psychologue, c'est psychiatre. Donc, le fait de le faire comprendre qu'ici, c'est les psychologies, c'est pas un médecin, on ne va pas prendre des médicaments, on est là pour parler, de trouver des solutions et pouvoir soulager ces grandes valises qu'on a sur nous. Il y a aussi les enfants. Donc, les enfants, avec les mamans quand ils viennent, parce que les enfants voient tout ça. Et aussi, il y a un gros travail qui est fait, que ce soit la peinture, des danses. Des fois, il y a plein de trucs qui sont mis en place pour les enfants. Ici, on a aussi un groupe thérapeutique, donc Story Atelier. C'est des femmes concernées par l'excision tout le temps et elles viennent pour raconter son histoire qui lui tient à cœur. Donc, elles ont le choix de choisir à quoi vraiment mettre en place. C'est des petites capsules vidéo où elles peuvent aussi choisir les photos qui correspondent à leur histoire. Et ça parle de vraiment, au départ, c'est pour elles-mêmes. Nous, au niveau des gammes, on n'oblige à personne. Et il y a des femmes qui disent, moi, je veux que mon histoire soit utilisée pour les professionnels, pour les sensibiliser et pour pouvoir aider les prochaines. Et donc, on a des capsules vidéo qu'on avait créées avec elles. On a aussi atelier de femmes enceintes, donc les préparations à la naissance, qu'en Afrique, les femmes ne sont pas suivies au niveau gynécologie, au niveau de la grossesse. En arrivant en Belgique, on a plusieurs visites médicales. Elles pensent qu'elles sont malades parce qu'elles ont quand même des enfants au pays. Elles se disent, pourquoi on a toujours de visites gynécologie, visites prise de sang, on prend des médicaments, on est toujours contrôlé, est-ce qu'on est malade? Et donc, à ces ateliers-là, on prépare ces femmes-là pour leur dire, c'est pour votre bien, c'est pour que l'enfant soit bien, que pour que vous êtes bien. Et aussi sensibiliser à travers nos ateliers l'excision, qu'il soit pour que c'est une fille, que voilà, donc pour vraiment pouvoir aider. Et aussi, il y a des femmes somaliennes qui arrivent aussi enceintes, qu'elles ont eu des enfants au pays. Et là, elles sont réinfibulées chaque accouchement. Elle arrive ici et le fait de leur dire que la réinfibulation, c'est interdit en Belgique, c'est un choc pour elles. Et on prépare vraiment au niveau suivi psychologie, au niveau vraiment, elles sont choquées et des fois, elles pensent que le mari va les rejeter. Et des fois, j'ai des contacts avec le mari ou la famille qui obéit pour dire, voilà, c'est pas qu'elle refuse de réinfibulation, mais c'est interdit en Belgique pour que la famille soit, parce que sinon, elle va être rejetée par son mari et par sa famille. Et on a créé des petites capsules vidéo qui parlent de désinfibulation, qui est fait en 9 langues et qui explique la procédure. C'est comme le visage. Il y en a de plein de formes et de tailles différentes. Une vulve non excisée est faite de lèvres externes et internes, d'un orifice pour l'urine, d'un orifice vaginal pour les règles et du clitoris, organe dédié au plaisir féminin, et dont une grande partie est à l'intérieur. C'est sa partie externe et visible qui est coupée lors de certaines formes d'excision.
En vous regardant, vous verrez peut-être que les lèvres ont été cousues ou collées ensemble. C'est ce qu'on appelle l'infibulation. L'infibulation peut entraîner des infections, des règles plus longues, plus douloureuses et gêner la sortie des urines. Elle peut aussi créer des douleurs lors des rapports sexuels et rendre difficile la sortie du bébé lors de l'accouchement. Si vous souffrez de ces complications ou si vous en avez tout simplement envie, c'est le bon moment d'envisager la désinfibulation. La désinfibulation est une opération qui permet de réduire ces problèmes de santé en ouvrant ce qui a été collé ou cousu. Si vous êtes enceinte et infibulée, une désinfibulation sera nécessaire au 2e trimestre ou au moment de l'accouchement pour permettre au bébé de sortir. Dans certains pays, les femmes sont refermées après l'accouchement. Mais ici, pour le bien-être des femmes, c'est interdit. Parlez-en dès que possible avec votre sage-femme et votre gynécologue. Comment ça se passe? Vous rentrez à l'hôpital le matin à jeun. Vous prenez une douche et mettez une blouse. Ensuite, le personnel médical s'assure que vous ne ressentiez pas de douleur, soit en rendant insensible le bas du corps ou votre vulve, soit en vous endormant complètement. L'opération dure moins de 30 minutes et vous pouvez rentrer chez vous le soir même avec une personne que vous avez choisie. Le fil utilisé disparaîtra tout seul en quelques semaines. Quels soins faire après l'opération? Pendant 1 mois, il est conseillé de ne pas avoir de rapport sexuel et de ne pas prendre de bain. Lavez votre vulve avec des douches, séchez bien et écartez les bords pour éviter qu'il ne se recolle. Un rendez-vous pour s'assurer que tout va bien est prévu après l'opération et vous aurez des médicaments antidouleurs en cas de besoin. Existe-t-il des complications? Elles sont rares, mais si vous constatez des signes d'infection comme de la fièvre, un saignement important, des pertes vaginales malodorantes, un gonflement de la cicatrice, ou si les bords se recollent, vous devez contacter la personne qui vous a opéré. Qu'est-ce qui pourrait changer? Un jet d'urine plus rapide et bruyant, des règles plus rouges et abondantes, une vulve plus sensible et une apparence modifiée. Vous voyez peut-être le clitoris s'il était caché sous la cicatrice. L'opération est un changement important dans votre vie. C'est normal de prendre le temps de réfléchir. Posez des questions aux professionnels de la santé et aux associations spécialisées sur l'excision. La majorité des femmes se sentent heureuses après l'opération. C'est votre corps, votre santé, votre choix. Ouais, Vagina is zoals het gezicht. We zijn er in alles. je suis là. On a aussi les ateliers mensuels. Donc, 1 fois par mois, on reçoit les femmes concernées par l'excision, n'importe quelle nationalité, réunies dans un grand partage d'expériences malheureuses d'un côté, et aussi de partager comment ça se passe, voilà, leurs droits, expliquer qu'elles ont le droit de dire non. Parce qu'en arrivant en Europe, quand on comprend qu'on a le droit de dire non, parce que elle arrive, c'est oui, 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 et leur corps, c'est les personnes d'autres qui vont gérer. Et le fait de savoir entre des nationalités différentes qu'on a le droit de choisir notre corps, voilà, comment utiliser, on va dire ça, et avec qui partager et dire non, vraiment, c'est énorme. Mais voilà, donc, et quand elle voit des personnes, et suit aussi concernées par l'excision, qui sont là, qui disent, nous aussi, on est passé par là et on est là pour vous accompagner, vraiment, c'est la joie pour elle. Et voilà, on partage de bons moments ensemble. On fait atelier hommes, on sensibilise les hommes
parce que c'est, entre guillemets, à cause d'eux, c'est eux, ils disent pas non. L'excision va continuer. Et on partage parce qu'eux-mêmes ils disent oui, nous aussi, on n'est pas concernés par l'excision, c'est affaire des femmes. Mais non, c'est eux, ils disent nous, les hommes, on ne veut pas des femmes excision infibulées. Il n'y a pas, donc il y a pas d'excision qui va se passer. Et donc, il y a aussi des papas qui viennent aussi pour protéger leurs filles, parce que l'enfant en Afrique appartient pas seulement au papa et maman, appartient à toute la communauté. Et donc, il y a certains papas qui n'arrivent pas à gérer la pression sociale dans le pays, qui quittent le pays pour pouvoir protéger leurs filles. Voilà. Voilà, oui, ça va. Je vais prendre la relève. Donc, Magali nous dit, oui, on doit mettre un peu le turbo. Parce que sinon, Sandrine n'aura pas de temps. Je vais passer juste les derniers arts disent qu'on est aussi très occupé avec la formation des professionnels. Donc, au niveau du GAMS, on fait à la fois, moi, je suis moi-même sage-femme, voilà, donc tout ce qui est personnel de santé, mais aussi l'éducation, les enseignants, la police, le social. Donc, je dirais que la problématique de l'excision, elle est transversale et c'est vraiment tous les professionnels qui doivent être formés. Et notre méthodologie est d'avoir des référents, référentes dans les grands services, comme on a des sages-femmes référentes dans les grands services hospitaliers. À l'aide à la jeunesse, on a des référents mutilation génitale qui fait que quand on a une situation, on n'appelle pas n'importe qui, on appelle cette personne-là et ça va beaucoup plus vite. On travaille en réseau, donc des journées comme aujourd'hui, c'est du réseautage, c'est une force, on est plus fort ensemble. Donc nous, on a compris ça aussi, voilà, depuis 2008-2009, on a créé le réseau des stratégies concertées. On sait qu'il y a certains collègues québécois qui se sont inscrits à des webinaires, parce que comme c'est en ligne et que c'est l'après-midi, ça veut dire que vous pouvez voilà, y participer. Et en ce moment, on fait plutôt des ateliers où on a un sujet pour l'année qu'on creuse sur 5 ou 6 webinaires. Donc, cette année, c'est sur la sexualité, pour dire qu'il y a aussi une sexualité avec les dames excisées. Et donc, ça, c'est plein d'espoir. Voilà, et évidemment, Sandrine y a participé en tant que sexologue, mais l'année d'avant, c'était sur la santé mentale. La première année, c'est comment travailler avec les enfants, qu'est-ce qu'on doit dire aux enfants, aux petites filles excisées ou à risque, pour pas qu'on parle au-dessus de leur tête. Donc, je vous invite vraiment, et tous les webinaires passés sont en ligne, donc vous pouvez vraiment aller sur le site, c'est gratuit, c'est accessible, voilà, on veut que le plus de gens possible soient au courant. Là, je voulais vous parler d'une formation qu'on a fait auprès de nos relais communautaires par rapport aux discriminations liées à l'identité, à l'orientation sexuelle, parce qu'on avait vu qu'on avait des bénévoles tip-top par rapport à l'excision. Et puis, par rapport à d'autres formes de discrimination et en général, au niveau de l'orientation sexuelle, ce n'était pas super. Ils ne voulaient pas traduire ou ils n'étaient pas à l'aise. Et là, on a dit non, ça ne va pas. Et donc, on a organisé toute une formation de l'équipe, des bénévoles. Et voilà, ça a été un super projet. On a fait des belles affiches et ça a vraiment permis une ouverture de la parole avec notre public. Le plaidoyer, donc comme Magali, le GAMS, on est politique, enfin, la question du corps des femmes, de l'excision, c'est politique. Donc, on passe beaucoup de temps à faire des recherches-actions qui ont un but, c'est-à-dire de vraiment changer les choses sur le terrain. Et vous voyez une collègue Ramatoulaye qui est au Parlement francophone bruxellois qui présente les résultats de la recherche. Donc, on est assez audible, je dirais, en Belgique, on commence à nous connaître. On fait aussi comme je vous dis, nous, on est dans la rue. Donc, on fait soit l'étape gynéco, là, dans la rue. Et là, c'était un clitoris géant de 5 mètres que le gang du clito à Paris nous avait prêté. Et ça a fait le buzz, mais au moins, ça a permis de parler de la reconstruction physique, psychologique. Et voilà. Donc, ce genre d'action, ça marche. Il faut oser sortir du bureau, faire des actions dans la rue. On fait aussi beaucoup de lignes directrices pour les professionnels. Donc là aussi, tout est en ligne. Si vous voulez aller les télécharger, il y a le premier guideline en marron là, pour les professionnels de santé. Le blanc, c'est celui sur l'approche thérapeutique pour les femmes excisées en individuel ou en groupe. Donc, ça donne plein de tips sur comment animer des ateliers. Et le dernier axe, c'est la coopération internationale. Donc, le GAM, c'est aussi présent dans certains pays et anime surtout, c'est important, une communauté de pratique. Donc, là encore, vous pouvez vous inscrire.
C'est gratuit, mais ça permet d'échanger entre le Nord et le Sud sur les bonnes pratiques, les stratégies, hein. C'est toujours un casse-tête chinois. Quand on voit voilà, que certains pays, ça ne diminue pas, Somalie, Guinée, on est toujours à 97, 90, enfin 97, je ne sais pas si je dois parler en belge. Voilà, 97-98% d'excision, c'est énorme. Donc, on essaye de voir face à ce défi quelles sont les stratégies. Donc, c'est comment construire des ponts entre l'Afrique et l'Europe. On a un projet au Sénégal aussi d'abandon de l'excision. On nous a demandé en Guinée aussi notre expertise d'approche communautaire. Vous voyez qu'on travaille là aussi avec des photolangages. Donc, c'est pour dire que voilà, le GAMS commence à avoir une aura au niveau international. Donc au niveau de l'impact, euh, en chiffres, ça représente pas mal, hein. Ces 5 dernières années, il y a plus de 800 petites filles qui ont été protégées de l'excision qui sont passées par le GAMS. 1800 personnes accompagnées au niveau individuel, des filles et des femmes déjà excisées, plus de 6500 professionnels formés. Donc, vous voyez qu'on a voilà, une force de frappe. Et en termes d'impact, juste pour terminer, avant de donner la parole à Sandrine, Magali nous avait dit de quoi vous êtes fiers. Ben, on est fiers de tout ce qui est inscrit là, mais peut-être si je peux relever une ou deux actions. On est très fiers que grâce à notre plaidoyer, la question des mutilations génitales féminines a été intégrée dans le plan d'action national de lutte contre les violences. Avant, il n'y avait rien sur l'excision, sur le mariage forcé, sur les violences liées à l'honneur, et on a mis tout ça en 2011 dans le PAN, et maintenant c'est acquis pour toujours que ce type de violence sera aussi considéré voilà, dans le plan d'action national, et ça veut dire avec des budgets pour faire des actions. Et on est fiers aussi d'avoir formé plus de 100 relais communautaires de au moins 30 pays différents, communautés différentes, pour rendre un accès plus facile pour les femmes. Donc ça, c'est voilà, parmi nos fiertés. Donc, n'hésitez pas à nous